Transmarathonienne, chapitre 9. L'ultime sacrifice. Marlène était sur le bord du chemin, Max à ses côtés. Elle était épuisée, n'avait pas réussi à orienter ses visions vers Camille, et celles de ses amies Sabrina et Séverine la hantaient. Max était accroupi devant elle, son sac à dos ouvert. Elle buvait par petites gorgées l'eau de la bouteille qu'il lui avait tendue, et elle croquait quelques fruits secs qu'elle s'était emmenés. Elle était lasse, la tête basse, le regard perdu sur ses chaussures. Elle n'avait même plus la force de pleurer. Une partie d'elle-même voulait se résigner, s'allonger là, fermer les yeux et tout oublier. Peut-être que tout cela n'était qu'un cauchemar, un affreux cauchemar. Elle releva la tête, croisa le regard inquiet de Max, et comprit que tout cela était bien réel. Elle soupira. La détresse l'envahit, puis elle ferma les yeux, alla chercher au fond d'elle-même ce qui la poussait à vivre, ce qui la maintenait debout, ce qui faisait d'elle une femme, une mère. Camille. Elle était ce pourquoi elle donnerait sa vie. « Aidez-moi à me relever » demanda-t-elle à Max. Elle avait perdu cet air froid et sévère qu'elle avait emprunté quelques heures plus tôt en sa présence. Elle lui était maintenant reconnaissante d'être là. En d'autres circonstances, elle aurait pu se laisser aller. Ce qu'il avait écrit avait été une erreur. Il l'avait reconnu et cherchait à se racheter. Son visage était empathique, et la bonté même. Peut-être plus tard, quand tout cela sera derrière elle, peut-être, se permettrait-elle d'aimer à nouveau. Max lui prit la main, et la soutenant par le bras l'aida à se relever. « Comment vous sentez-vous » Elle soupira de nouveau. « Fatiguée. Merci d'avoir insisté pour me suivre. »« De rien. J'aurais finalement dû vous suivre en voiture. Le retour risque d'être compliqué pour vous. D'ailleurs, je sais même pas où on est. » Son vélo était équipé d'un porte-bagages sur lequel il pouvait s'asseoir et pédaler. Il aida Marlène à prendre place sur la selle, et après 2 essais infructueux, il trouva son équilibre et ils rentrèrent chez Marlène comme cela. Pendant ce temps-là, le commissaire Aligny avec ses hommes était entré dans le chantier, avait poursuivi Dimitri et avait découvert la femme morte, le ventre déchiqueté par un rongeur. Marlène était rentrée chez elle. Elle avait invité Max à prendre un café, pendant qu'elle prenait sa douche. Elle s'habilla et sortit de sa chambre. Max regardait les photos accrochées sur le frigo. « C'est votre fille, Camille ?»« Oui. »« Elle vous ressemble. »« Merci. Demain, elle aura 7 ans. » En disant cela, elle sentit sa gorge se serrer et ses yeux se mettre à couler sans qu'elle arrive à contrôler quoi que ce soit. Max s'approcha. Hésita. Leva une main vers son visage. Hésita de nouveau. Puis essuya une larme très délicatement. « Vous n'êtes pas seule, Marlène. Je suis là, avec vous. On va retrouver Camille. Je vous jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la retrouver. » Elle prit sa main et la repoussa gentiment. « Merci. » Elle regarda l'heure à l'horloge de son four, il était presque 13 heures. « Vous voulez manger un bout ? J'ai pas très faim, mais il faut que je reprenne des forces. » « Moi aussi, je crois. »« Des pâtes ?» Max acquiesça. Ils mangèrent en silence. Marlène alla chercher son téléphone qu'elle avait laissé en charge en partant courir. Là, elle vit que Marc avait essayé de l'appeler plusieurs fois. Elle termina son assiette et l'appela. « Marc, salut, tu as essayé de m'appeler ce matin ?»« Marlène, tu as eu des nouvelles de Sabrina ou de Séverine ?» demanda-t-il avec une voix qu'elle ne lui connaissait pas. Il semblait désemparé. Les visions qu'elle avait eues lui revinrent. Sabrina et Séverine qui se faisaient chloroformer par Dimitri. Puis Séverine seule dans une pièce. « Non, » mentit-elle. « Marlène, je suis si inquiet. Leur voiture se restait devant chez toi. J'ai retrouvé son sac par terre. J'ai appelé la police. Ils m'ont dit qu'ils me tiendraient au courant. Je tourne en rond dans le bar. Sans elle, je ne suis plus rien. Dis-moi qu'elle va bien. Dis-moi que t'as pas eu de vision. »« Marc, je... » La digue de ses yeux se rompait de nouveau. « Elles se sont fait enlever par Dimitri !» Elle entendit Marc déglutir. Ils restèrent un moment au téléphone sans rien dire, juste à s'entendre respirer. « Marc, je peux rien faire. Je sais pas où elles sont. »
Les images du rat dans le seau, de la femme qui pouvait très bien être Séverine ou Sabrina, nue et ligotée à une table, envahirent son esprit. « Marc, faut que je te laisse. On se rappelle. » D'accord. Marlène posa son téléphone, se leva, entra dans sa chambre, referma la porte et se laissa tomber sur son lit. Elle s'était endormie. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé quand une main la réveilla doucement. « Marlène, réveillez-vous. » Elle émergea d'un sommeil sans rêve duquel elle n'avait que très peu récupéré. Le commissaire Aligny avait appelé Max, et il leur demandait de venir au plus tôt au commissariat. Quand ils arrivèrent, Séverine était là. Marc aussi. Marlène se jeta dans les bras de son ami, soulagée. Le commissaire apparut et les invita à entrer dans une salle de réunion. Marlène remarqua son visage fermé et eut un mauvais pressentiment. Ce qui se passa ensuite devait à tout jamais être noyé dans un brouillard flou dont seules quelques bribes, un peu plus nettes, s'imprimeraient dans sa mémoire. Le commissaire leur annonça que Sabrina avait été retrouvée morte. Marc avait explosé, avait frappé du poing à la table plusieurs fois jusqu'à s'en briser les phalanges, puis s'était liquéfié. Le commissaire n'avait pas expliqué les causes de sa mort, mais Marlène savait. Elle reverrait à tout jamais le ventre se déformer sous l'effet du rat qui se ferait un passage dans Sabrina. Le commissaire lui avait demandé si elle avait vu d'autres choses, si elle pouvait leur donner des indices. Mais elle n'avait pas répondu. La nouvelle l'avait frappée comme un uppercut. Elle était sonnée, désorientée. Elle avait pleuré dans les bras de Marc et de Séverine. Puis Max l'avait raccompagnée une nouvelle fois chez elle avant de rentrer chez lui. Elle s'était allongée sur son lit, maudissant Dimitri, jurant de le tuer. Puis finalement, au bout d'un certain temps, elle avait sombré dans un sommeil plein de monstres. Tous avaient le visage caché au fond d'une capuche noire et rouge, sauf un. Cet autre monstre avait le visage de Dimitri, et il psalmodiait en riant, un rat dans la main. Elle se réveilla vers 23h30, le corps endolori. Elle n'avait pas fait d'étirement. Ces derniers jours, elle avait forcé plus que de raison sur son organisme. Elle était allongée, là, fixant le plafond sans vraiment le voir. Dehors, la nuit semblait si paisible. La vie va et vient. La vie s'en vient et s'en va. Ce cycle existe depuis des millions d'années. Certains louent la naissance d'un enfant et pleurent de joie, tandis que d'autres maudissent les cieux et pleurent la mort d'un être cher. Mais pourquoi fallait-il que ce soit Sabrina? Pourquoi elle? Elle aurait préféré que ce soit une autre, une qu'elle ne connaissait pas. Puis elle s'en voulut d'avoir de telles pensées. Une autre que Sabrina aurait eu aussi des proches qui se seraient posé la même question, qui auraient pleuré les mêmes larmes. Tout comme pour celle que Dimitri avait tuée avant. Elle se leva courbaturée, les cuisses et les chevilles en feu dès qu'elle se mit debout. Il lui fallait boire, aider ses muscles à évacuer l'acide lactique. Elle se rendit dans la cuisine en grimaçant à chaque pas, ouvrit le frigo et se versa un grand verre d'eau bien fraîche. Le cadran numérique du four indiquait 23h58. Dans 2 minutes, Camille aurait 7 ans. Et elle se trouvait aux mains d'un être abject. Marlène se tenait immobile devant l'horloge du four, fixant les 2 points qui martelaient les secondes. 23h59. Camille. Comment allait-elle faire pour la retrouver? Elle se sentait incapable de courir de nouveau. Pas maintenant, pas tout de suite. Ses jambes ne la supporteraient pas. L'horloge afficha minuit. Ne jamais baisser les bras, ne jamais s'avouer vaincu. Peut-être existait-il un autre moyen de provoquer ces visions. Elle porta le verre d'eau à sa bouche. Et soudain, il lui échappa des mains et vint se briser en tombant sur le carrelage de la cuisine. Une douleur horrible venait d'apparaître dans son dos, au niveau de ses scarifications. C'était comme si on lui gravait de nouveau les symboles dans le dos. La douleur était si grande qu'elle chancela, percuta le frigo et s'affala sur le carrelage. Tremblante et gesticulante, les poings serrés, cherchant à résister à cette douleur extrême. Puis ses yeux se révulsèrent, et elle vit Camille. Dimitri avait tenu sa fille dans un état léthargique, le temps qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Il la réveillait, grâce aux potions que son grand-père lui avait enseignées, pour qu'elle mange et boive. Puis la rendormait de nouveau.
Cette manipulation du corps ne pouvait se poursuivre trop longtemps sans altérer l'organisme. Mais heureusement, cela prenait fin. Il avait déposé le sang de Léonie au sous-sol. Les sacrifices avaient été réalisés dans l'ordre voulu et dans le temps imparti. Désormais, il n'avait plus besoin de tenir sa fille endormie. Dans quelques heures, elle aurait 7 ans. Et la dernière phase du rituel pourrait commencer. Il regardait Camille manger. Après l'avoir réveillée, il était descendu avec elle à la cuisine et lui avait préparé une omelette. Le propriétaire de la maison était un ancien adepte. C'était son grand-père qui l'avait formé et initié. Il était venu sur Antibes pour prendre sa retraite, mais était toujours resté un fidèle initié. Quand Dimitri l'avait contacté, il lui avait laissé sa maison et était parti en vacances. Il avait eu la bonne idée de faire les courses avant de partir, et Dimitri n'avait à aucun moment eu besoin de sortir pour acheter à manger. Il avait établi son rituel à partir de cette maison, et avait fait les sacrifices dans un ordre précis et à des endroits bien spécifiques. Maintenant tout était en place. Camille mangeait de bon cœur, et le regardait curieuse. Entre deux bouchées, elle lui demanda. « C'est vrai que tu es mon papa ?»« Oui. Et ta maman et moi, on s'aimait beaucoup. »« Tu ne l'aimes plus ?»« Si. Et tu sais quoi? Ta maman et moi, on va bientôt se retrouver. Elle va venir ici. »« C'est vrai ?»« Oui, ma chérie. Tu es contente ?»« Oui. » Mais il va falloir que tu sois sage et courageuse aussi. Camille dodelina de la tête, pas sûre de comprendre ce que voulait dire ce monsieur qui se disait être son papa. Mais elle acquiesça tout de même, car elle allait revoir sa maman, et elle lui manquait. « Demain c'est ton anniversaire. » fit-elle en enfournant un morceau d'omelette dans sa bouche. « Tu vas recevoir un très grand cadeau. »« Ah oui ?» s'exclama-t-elle les yeux pétillants après avoir avalé sa bouchée. « En attendant, tu vas pouvoir regarder des dessins animés pendant que je prépare la venue de ta maman. » Il la fit descendre de table, mit les couverts dans l'évier, l'accompagna au salon et lui alluma la télévision sur la chaîne des dessins animés. Pendant ce temps, il allait être tranquille et allait pouvoir tout mettre en place. Le grand moment approchait. En début de soirée, Camille délaissa la télé et voulut savoir ce que faisait ce monsieur papa. Mais Dimitri devait réciter des formules en préparant les sous-sols qui serviraient pour l'ultime sacrifice. Il donna 3 gouttes d'une de ses potions à Camille, et celle-ci sombra dans un semi-coma en un instant. Vers 23h30, il la réveilla. Il était enveloppé dans une robe de chambre en soie. Il avait du mal à cacher son excitation. C'était bientôt l'heure. À 23h50, il descendit avec Camille dans le sous-sol. En bas, il avait tracé avec le sang de Léonie un grand pentagramme. Des menottes en cuir avaient été fixées au sol. « On va jouer à un jeu, ma chérie, tu veux bien ?» Camille était encore un peu vaseuse. Elle se laissa déshabiller sans rien dire. Elle ne dit rien non plus, quand il l'allongea au centre du pentagramme, face contre le sol, et qui lui menotta les poignets et les chevilles. On aurait dit l'homme de Vitruve de dos. Mais c'était une petite fille qui allait avoir juste 7 ans. Dimitri regarda la petite horloge qu'il avait descendue du salon. Elle indiquait 23h58. Il retira sa robe de chambre. Dessous, il était nu. Sa verge pointait vers le ciel. Jamais aucun membre de sa famille n'était arrivé jusqu'à ce stade du rituel. 23h59. Il recouvrit la nudité de sa fille, prit le couteau sacrificiel et prit place à califourchon au-dessus du dos de Camille. Minuit. Il se mit à psalmodier. Camille reprenait totalement conscience et se mettait à pleurnicher, prise de panique. Puis elle hurla, quand Dimitri commença à graver dans son dos les symboles, les mêmes que ceux de Marlène. Marlène, les yeux révulsés, voyait Camille hurler. Dimitri au-dessus d'elle. Il plantait la pointe de son couteau dans la tendre chair de sa fille. Du sang se mettait à ruisseler le long de sa colonne vertébrale et de ses côtes, jusqu'à souiller le sol. Camille se tordait de douleur, hurlait à n'en plus pouvoir. Dimitri, avec un sourire de dément sur le visage, psalmodiait tout en continuant son office, tout en continuant à graver les symboles.
La vision de Marlène s'éloigna à contre-cœur de Camille. Telle qu'elle, elle ne pouvait rien faire. Mais si elle pouvait sortir et voir où était la maison. Elle remonta les escaliers de la cave, s'avança jusqu'à la porte d'entrée, passa à travers, vit un magnifique mimosa, s'éloigna encore plus, prit de l'altitude, s'envola au-dessus d'Antibes. Et elle sut. Elle voyait où était emprisonnée Camille. Ses yeux révulsés revinrent à la normale. Elle était haletante, terrifiée à l'idée de ce que subissait Camille. Elle avait subi la même chose. Non, pas ma fille! Elle sentit quelque chose de poisseux dans son dos. Elle y passa la main. Quand elle la ramena, elle vit que c'était du sang. Ses scarifications s'étaient rouvertes. Elle attrapa son téléphone et afficha une carte d'Antibes. Elle zooma sur le secteur où était la maison aux Mimosas. Puis la reconnut et afficha l'itinéraire. Elle attrapa ses clés de voiture et sortit comme une furie de chez elle sans prendre le temps de fermer la porte. Max, après avoir ramené Marlène puis être rentré chez lui, tournait en rond. Il avait une étrange sensation. C'était une nouvelle fois comme si une voix dans sa tête le mettait en garde, lui disait que quelque chose de grave se préparait. Ce n'était pas une voix audible, ni rien d'approchant. C'était de l'ordre du ressenti. Et ce ressenti, cette perception à la frontière entre le réel et l'extrasensoriel, lui faisait repasser en mémoire les événements de ces derniers jours. D'abord, il y avait eu le meurtre de cette prostituée. Puis cette autre femme, retrouvée démembrée. Marlène avait alors fait son apparition, et, grâce à ses visions, Pascal Barbon et sa collègue Léonie avaient presque réussi à attraper Dimitri. Mais celui-ci avait eu le temps de tuer une autre femme dans la chapelle, et après avoir assommé Barbon, il avait kidnappé l'agent Léonie. D'ailleurs, on ne l'avait toujours pas retrouvé. Puis il s'en était pris à Séverine et Sabrina. Séverine n'avait servi que d'otage, mais Sabrina avait été assassinée d'une horrible façon. Ces meurtres avaient été perpétrés dans des lieux totalement différents, à des moments de la journée différents, et de manières différentes. Hormis le fait que ce soit toutes des femmes, rien ne les liait les unes aux autres. Il n'y avait pas de schéma récurrent, comme c'est le cas chez les serial killers. Dimitri avait un but bien précis. Le commissaire semblait penser, et Marlène allait dans ce sens, que Dimitri effectuait un rituel satanique. Mais allait-il tuer d'autres femmes encore ? Max avait la sensation que le rituel touchait à sa fin, mais sans pouvoir se l'expliquer, il sentait une menace planer au-dessus de Marlène. « Tu es trop impliqué sentimentalement », se dit-il à lui-même. « Tu n'es pas rationnel. Je dois faire abstraction de ce que je ressens et analyser cette affaire comme je sais le faire. » Il commença par appeler Barbon, pour savoir s'il y avait eu de nouveaux indices entre-temps. Il était presque 18 heures. « Max, je peux rien te dire pour l'instant. » Barbon était sec, plus que d'habitude. « Pascal, » insista Max très sérieusement, « je ne t'appelle pas pour faire un article. Je t'appelle à titre personnel. Je suis impliqué et je veux retrouver ce salaud. Tu sais comment je travaille. Je peux aider. » Pascal Barbon resta silencieux un instant, puis se racla la gorge. « Ouais, peut-être. Je veux ta parole. Pas ta parole de journaliste. Ta parole d'homme, que ce que je vais te dire et ce que tu découvriras ne servira qu'à attraper ce fils de pute. » « Oui, Pascal, » affirma Max, en sentant que quelque chose s'était passé. « On a retrouvé Léonie. Putain, cet enculé, il l'a vidé de son sang. » Max n'avait jamais entendu Pascal aussi impacté. Être flic, c'est faire partie d'une famille. Et Léonie était un membre à part entière de cette famille. « Où ça ?» demanda Max. « Sous une grange, au bout d'une impasse du chemin des Brusquets, après le quartier Saint-Maïms, en direction de Valoris. Elle était pendue par les pieds comme un vulgaire morceau de viande. Max, si tu as la moindre info, tu m'appelles immédiatement. Je ne tolérerai pas que ce monstre moisisse gentiment dans une cellule. Il ne s'en sortira pas vivant. »« Je t'appellerai, » promit Max avant de raccrocher. Il sortit une carte d'Antibes et plaça à chaque endroit où ces femmes avaient été assassinées un marqueur. 5 meurtres, 5 endroits différents. La rue Viale, aux abords du vieil Antibes. Le bois de la Valmasque, pas loin du chemin des Cougoulins. L'église Jeanne d'Arc, pas loin du parc Explora. Le chantier des Bréguières, à côté de l'hôpital de la Fontonne. Et pour finir, le chemin des Brusquets. Pourquoi avoir tué ces femmes à ces endroits ? C'étaient des sacrifices rituels.
Ces lieux étaient-ils chargés d'une empreinte mystique? L'église de Jeanne d'Arc était facile à comprendre. La victime y avait été brûlée vive. Le rapport était évident, mais pour les autres. Max avait besoin de comprendre, de s'imprégner de l'ambiance de ces lieux où la mort avait frappé. Il prit sa voiture et en fit le tour. Quand il rentra, il était 22 heures. Il était fatigué et n'avait rien trouvé. La journée avait été longue, très longue et éprouvante. Il mangea un reste de poulet et finit par s'endormir sur le canapé. Vers minuit et quart, quelque chose le réveilla en sursaut. Son esprit n'avait pas cessé de travailler pendant qu'il somnolait. Et il fut pris d'une soudaine intuition. Il prit la carte, s'équipa d'une règle et traça des lignes droites d'un point à l'autre en respectant l'ordre des meurtres et en fermant la figure. Ce qu'il obtint était tellement évident. Un pentagramme. Et que fait-on avec un pentagramme? On se place en son centre pour invoquer ou pour effectuer le dernier rituel. Son doigt vint se poser au centre de la figure. À côté de son doigt sur la carte était écrit « Les âmes du purgatoire ». Il était là. Quelque chose allait se passer à cet endroit. Il descendit à sa voiture et en route il appela Barbon pour lui faire part de sa découverte. Marlène remontait lentement le chemin des âmes du purgatoire. Les phares de sa voiture accrochèrent les branches d'un magnifique mimosa. Elle se gara, sortit de sa voiture et observa la maison. Rien ne bougeait. Aucune lumière n'était allumée, mais c'était bien là. Elle reconnaissait la maison. Elle s'avança, regarda à travers les grilles du portail, hésita, puis, après avoir vérifié qu'il n'y avait personne aux alentours, escalada le mur de la clôture. Elle monta les quelques marches qui menaient au perron, mit la main sur la poignée de la porte d'entrée. Son dos la faisait souffrir au niveau des scarifications. Pendant le trajet, elle avait été obligée de s'arrêter plusieurs fois tellement la douleur était forte. Puis cela avait cessé. Dimitri devait avoir fini son atroce rituel. Quel être abject. Elle allait lui faire payer. Elle essaya d'ouvrir la porte mais elle était fermée, évidemment. Elle fit le tour de la maison et regarda par une fenêtre. Celle-ci donnait sur la cuisine. Elle prit une pierre et cassa un carreau. Elle passa la main, déverrouilla la fenêtre et entra. À peine eut-elle passé la tête dans l'encadrement de la fenêtre qu'une main l'agrippa par les cheveux et la tira violemment à l'intérieur. Elle tomba au sol et une masse s'abattit sur elle. « Salut Marlène, je t'attendais » entendit-elle Dimitri lui susurrer à l'oreille. Elle essaya de se débattre, mais ses mains furent vite ligotées et il la traîna sur le sol jusqu'à une porte. C'était celle qui descendait au sous-sol, là où elle l'avait vu faire subir à sa fille son ignoble démence. Il la tira dans l'escalier sans ménagement et l'attacha à une poutre. Des bougies brûlaient tout autour. Un pentagramme avait été tracé au sol, et au milieu se tenait Camille. Elle était debout, nue, la tête penchée en avant. Son corps oscillait très légèrement d'avant en arrière. Ses pieds étaient recouverts de sang, du sang qui lui coulait de son dos. « Camille! Camille !» l'appela Marlène. « Ça ne sert à rien !» lui lança Dimitri. « Elle ne t'entend pas. Elle est ailleurs. Son esprit s'ouvre à l'entité. »« Tu n'es qu'un fou !» cracha-t-elle. « Elle est ta fille. Cela ne compte pas pour toi. »« Oh si, elle va devenir le réceptacle de l'entité la plus puissante dans l'univers. Qu'est-ce qu'un père peut rêver de mieux pour sa fille ? » ?»« Non, arrête, je t'en prie. Ce ne sont que des histoires. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Dimitri, je t'en prie. » « As-tu oublié ce que tu as vu ?» Marlène se rappela les chants, son esprit qui voyageait loin par-delà les dimensions connues, se rappela cette présence qu'elle avait ressentie, ainsi que son désespoir, sa tristesse et sa colère. « Tu te rappelles, n'est-ce pas ? » ?»« Tu m'avais drogué !» Dimitri la regarda hautain. « Qu'importe ce que tu penses de toute façon. Camille vient d'avoir 7 ans. J'ai accompli les sacrifices. J'ai tracé le pentagramme d'invocation. J'ai gravé dans la chair de ma chair les symboles destinés à libérer et guider l'entité. Maintenant, il ne manque plus que l'ultime sacrifice. » Il tourna le dos à Marlène, s'agenouilla au bord du pentagramme, se mit à psalmodier,
dans une langue incompréhensible. Puis il se releva. Dans sa main, il tenait un couteau d'une rare beauté, mais terrifiante aussi. La lame renvoyait les reflets des flammes des bougies, et celle-ci ne semblait plus être faite de feu, mais de sang. Le sang des femmes qui avaient été tuées avec. « Maintenant tu vas offrir ton sang et ta vie, pour que la prophétie s'accomplisse. » Marlène était attachée, les mains au-dessus de sa tête, à une poutre en bois qui soutenait le plafond. Dimitri tournait le dos à Camille et à l'escalier qui menait au-dessus. Il ne vit donc pas Max descendre. Quand celui-ci vit ce que s'apprêtait à faire Dimitri, il se jeta sur lui. Mais Marlène l'avait vu, et son regard avait changé. Et c'est cela qui alerta Dimitri. Il se retourna juste à temps. Max frappa dans le vide. Dimitri leva son couteau, mais se ravisa au dernier moment. Le couteau sacrificiel ne devait pas être souillé par d'autre sang que celui de Marlène. Il le posa à terre. Max s'était relevé. Pas un mot ne s'échappait de sa bouche crispée, ni de celle de Dimitri. Leurs yeux se fixaient. Ils se jetèrent soudain l'un sur l'autre. Dimitri était rompu au combat et à la violence qui en découlait. Il avait tué, et ses coups ne cherchaient pas qu'à blesser. Quand on a goûté au sang et qu'on y a pris du plaisir, tout retour en arrière est impossible. Max, malgré sa bravoure, n'était qu'une brebis face à un loup sanguinaire. Dimitri le cueillit au menton, puis au foie. Max s'écroula, et Dimitri lui envoya un coup de pied dans le visage qui lui cassa le nez. Puis il s'acharna sur lui jusqu'à ce que sa tête baigne dans une mare écarlate. Marlène pleurait d'effroi. Dimitri ramassa son couteau et se remit devant elle. Il la regardait en souriant, sans rien dire. Il respirait fort. Il approcha son couteau et déchira le t-shirt de Marlène, puis trancha son soutien-gorge. Sa peau et ses seins nus s'offraient à la lumière frémissante des bougies. Dimitri leva de nouveau sa lame sacrificielle. « Par le sang de la mer, je te libère !» La lame entailla le sein droit de Marlène, et elle cria. Camille frémit. « Par le sang de la mer, j'ouvre le passage !» La lame se planta dans le flanc gauche. Marlène hurla et vacilla. Ses mains, attachées à la poutre, se crispèrent et ses bras se tendirent sous son poids. Camille frémit de nouveau. « Par le sang de la mer, je t'offre la vie !» Le couteau fendit l'air en direction du cœur de Marlène. Mais soudain, une main accrocha la cheville de Dimitri et la tira en arrière. La lame pénétra la peau de Marlène en manquant sa cible, ripa sur une côte et échappa des mains de Dimitri pour retomber aux pieds de Camille, l'éclaboussant du sang de sa mère. Max avait réussi à se traîner jusqu'à Dimitri dans son dos et avec toute la force du désespoir, l'empêcher d'accomplir son œuvre morbide. Mais Dimitri, fou de rage, projeta Max à travers la pièce contre un casier à vin qui remplissait tout un pan de mur et tirant dessus, le fit s'écrouler de tout son poids sur le pauvre journaliste. Les bouteilles tombèrent et s'éclatèrent au sol, répandant leur contenu. Des bougies étaient tombées aussi. Le casier à vin devait contenir de l'alcool fort car un peu de liquide s'enflamma et commença à se propager. « Ça suffit maintenant !» dit Dimitri en récupérant son couteau sans se préoccuper du feu qui prenait. « Par le sang de la mer, je t'offre la vie !» Il leva le couteau, et au moment où il allait poignarder Marlène dans le cœur, retentit un « Non !» C'était une voix qui provenait d'ailleurs, énorme et terrifiante. « Ne touche pas la mer !» Dimitri se retourna, et dans le même temps, une forme noire, gigantesque, qui émanait de Camille, comme une aura de chaleur sombre et mortelle, lacéra l'air devant elle, en direction de Dimitri. Celui-ci recula sous l'impact, buta contre Marlène dans son dos, et tomba à genoux. Ses yeux, pleins de stupeur, se baissèrent sur sa poitrine. Des sillons profonds, à la manière de griffes d'ours, traversaient son torse, de part en part. Sa cage thoracique avait été coupée comme si elle n'avait été faite que de brindilles. Il pouvait voir ses organes à travers. Son poumon gauche perdait tout son air et se flétrissait sous ses yeux.
Son cœur battait encore, mais à chaque systole et diastole, ses oreillettes et ventricules vomissaient le sang par les lacérations fraîchement creusées. Sa main droite monta à son cœur, se crispa sur sa poitrine morcelée. Puis il redressa la tête, sourit et s'écroula aux pieds de Camille. Le feu prenait de plus en plus. Camille était toujours au milieu du pentagramme. La forme sombre avait disparu. Marlène perdait du sang. Ses poignets lui faisaient mal, là où la corde qui la retenait prisonnière à la poutre la serrait. Les flammes et la chaleur grandissante la pressaient d'agir. « Camille! Camille! Réveille-toi, ma chérie !» Ses yeux allaient de sa fille léthargique à Max, dont seules les jambes dépassaient dessous le casier et les bouteilles. De la fumée commençait à s'agglutiner au plafond et à emplir peu à peu tout l'espace. Marlène toussait, appelait Camille, toussait à nouveau. Camille ne bougeait toujours pas. Marlène tirait de toutes ses forces sur la corde, mais rien à faire. La porte de l'escalier s'ouvrit et une voix appela. « Y a quelqu'un ?» Oui! Au secours! Le commissaire Aligny se précipita dans la cuisine, prit un torchon qui traînait, l'imbiba d'eau, et se le noua autour de la tête pour couvrir son nez et sa bouche, puis revint aux escaliers et descendit. Vierlec appelait les pompiers. Barbon attendait en haut des escaliers. D'un simple regard, le commissaire engloba toute la scène. Il attrapa Camille dans ses bras et appela Barbon et la lui confia. Puis il revint, prit le pouls de Dimitri, constata qu'il était mort et s'occupa de Marlène. Le feu commençait à lécher la poutre à laquelle elle était attachée. Le commissaire prit un couteau dans sa poche et se mit à couper des liens. Les murs et le plafond étaient en feu. « Max est là !» Le commissaire ne l'avait pas vu. « Barbon, venez m'aider !» Pascal descendit en se baissant le plus possible. La fumée enveloppait tout maintenant. Le commissaire avait réussi à libérer Marlène. Barbon remonta avec elle. Ils sortirent de la maison. Au loin, la sirène des pompiers retentissait. Camille était dans une voiture de police, une couverture de survie autour d'elle. Marlène l'entoura de ses bras. Et Camille, à son contact, sembla reprendre enfin ses esprits. « Ça va, ma chérie? Maman? On est où? En sécurité, ma chérie. En sécurité. » dit Marlène en berçant sa fille dans ses bras. Barbon était retourné dans la maison. Quelques minutes plus tard, il ressortit avec le commissaire. Tous les deux portaient Max inconscient. Il était brûlé à de multiples endroits, mais il était vivant. Les jours qui suivirent, Camille passa des examens médicaux. Elle allait bien, et ne se rappelait que de peu de choses. Marlène fut soignée et dut se rendre au commissariat pour expliquer le déroulement des derniers événements, et ainsi permettre de clore l'enquête. On lui demanda ce qui avait bien pu lacérer le torse de Dimitri. Son corps avait été extirpé du sous-sol une fois que l'incendie fut éteint. Le médecin légiste n'avait jamais vu de telles blessures. Marlène ne put expliquer ce qui était arrivé. Dimitri l'avait blessé, il était sur le point de la poignarder quand quelque chose était survenu. Il s'était retourné, mais il était devant elle, lui bouchant la vue. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Le commissaire l'a cru. Sabrina fut incinérée 2 jours plus tard. Derrière le bar du Pistou, Marc entretenait un petit jardin. Sans rien dire, car c'était interdit. Il versa les cendres de Sabrina dans un trou, dans lequel il planta un cerisier du Japon. Elle adorait cet arbre. Marlène rendit visite plusieurs fois à Max à l'hôpital. Il devait subir des greffes de peau. Il avait été brûlé au bras, au dos et à une partie du visage. En septembre, Camille fit sa rentrée scolaire normalement. Elle avait vu une psychologue qui n'avait décelé aucune séquelle. Elle ne faisait pas de cauchemars. C'était comme si tout ce qui était arrivé n'avait jamais existé. Marlène devait rester vigilante tout de même. Et appeler la psychologue si elle voyait un changement de comportement chez Camille. Parfois, les traumatismes mettent du temps à ressurgir. Mais Camille semblait vraiment aller bien. Marlène, après la rentrée, reprit le travail en compagnie de Séverine. Ce qu'elles avaient vécu les avait encore plus rapprochées. Et elles avaient mis en place un rituel. Lorsqu'elles faisaient une soirée ensemble, il y avait toujours une photo de Sabrina sur la table avec elle. On ne meurt jamais vraiment tant que quelqu'un pense à nous. La véritable mort, c'est l'oubli. 1 an plus tard, ils étaient tous réunis chez Marlène pour célébrer le souvenir de Sabrina. Il y avait Marc, Séverine et Max.
Marlène tenait la main de Max. « Vous partez en Thaïlande en amoureux, alors ?» demanda Marc. « Oui, mais Camille vient avec nous. Je suis heureuse pour vous, » dit Séverine. Marlène et Max lui sourirent et se regardèrent avec ce regard complice qu'ont tous ceux qui s'aiment. « Tu as intérêt à prendre soin d'elle, hein ?» l'avertit Marc. « Sinon, je demande au fantôme de Sabrina de venir hanter tes nuits, hein ?» Ils rirent tous. Dans sa chambre, Camille dessinait calmement. Elle entendait la conversation. Quand Marc, pour rire, avertit Max de prendre soin de Marlène, Camille leva la tête. « Je te protégerai, maman. » Ses yeux s'emplirent de noir, et une aura sombre l'auréola. « Personne ne te fera de mal. » Personne.